Au cours de cette deuxième partie de Périscope, je reçois Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Nous avons beaucoup de sujets à commenter aujourd'hui. Bonjour Madame, merci d'être là. J'en profite aussi pour vous remercier de votre fidélité. Vous nous avez placé hier encore comme première chaîne d'infos de France. Périscope, vous êtes très reconnaissant. Madame la ministre, la France est à ce stade une espèce de grand laboratoire d'idées. Du foisonnement un peu partout pour identifier des pistes de sortie de crise. Alors, la sortie de crise, elle se jouera aussi sur les marges de manœuvre dont vous disposez. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas plier l'économie dans tous les sens. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres pas. Dites-nous, quelles sont vos marges de manœuvre? Jusqu'où pourrez-vous aller? Alors, en fait, moi, l'angle sur lequel j'aborde ce grand débat, c'est de se dire qu'il y a un consensus maintenant qui est fait sur il y a trop d'impôts. Oui. Ce qui n'était pas un consensus totalement évident il y a si peu de temps. Ce qui est déjà une première chose utile, puisque, première question, comment on baisse l'impôt? Et on fait le lien entre l'impôt et l'économie. Bien sûr. C'est-à-dire que l'économie, les entreprises créent de la valeur, créent de la richesse et créent des emplois. Quand même une bonne nouvelle dans un pays qui est encore dans une situation de chômage de masse et qui est probablement l'un des rares grands pays européens encore à être dans une situation de chômage de masse. Lorsque vous regardez le niveau du chômage au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, on est en dessous de 5%. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, pour baisser les impôts, il faut baisser les dépenses publiques. Oui. Alors, ce deuxième élément demande un peu plus de temps, probablement. Alors, il y a de l'inertie. Il y a beaucoup d'inertie. Oui, il y a beaucoup d'inertie. Il y a de l'inertie, il y a surtout des recettes un peu immédiates. C'est très simple, il suffit de supprimer les députés, les sénateurs, etc. Oui. Ce qui est intéressant, puisque moi je fais des grands débats... Les sénateurs, c'est 1 € dépensé sur 1000. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très faible, en fait. Assez vite, on arrive à mettre en évidence que le sujet n'est pas là. Et je trouve qu'une des bonnes nouvelles du grand débat, c'est finalement d'avoir mis les chiffres sur la table et de le mettre de manière assez pédagogique, ce qui permet de savoir où, finalement, de s'apercevoir que dans tous les compartiments du jeu, on dépense plus que l'ensemble des pays européens. En moyenne. Pour une performance qui n'est pas toujours reconnue, d'ailleurs. Pour une performance qui ne saute pas... Ou en tout cas, on sait qu'on a des points de force, mais on voit bien aussi que sur certains sujets, on n'est pas nécessairement meilleur lorsqu'on se représente ce que font les Allemands, ce que font les Belges, les Néerlandais. Donc ça, c'est un point important. Donc il y a l'efficacité de la dépense publique. Mais je veux vous arrêter juste une seconde, puisque vous évoquez la question du chômage. J'ai la courbe du chômage depuis 2008 sur cette tablette, et elle est tout à fait significative. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va montrer les grandes masses. Les grandes masses, on voit qu'en réalité, à partir de 2014, il y a une sorte d'effet de gîte. Vous voyez, c'est-à-dire, tendanciellement, on a un chômage qui baisse. Est-ce que c'est l'effet du CICE? Est-ce que c'est l'effet de la politique de l'offre? On est obligé de considérer qu'il y a quand même un lien, qu'on commence à avoir des résultats significatifs. Mais ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-François Chantarou, qui travaille sur le dialogue social, c'est que même ces bonnes nouvelles, elles sont accueillies avec scepticisme. J'entends tout ce que vous me dites, bien sûr, baisser les impôts, réduire la dépense publique, mais il faut que le corps social accepte la réalité de notre économie aujourd'hui, et y compris la réalité des bonnes nouvelles. Ce n'est pas toujours le cas. Non, parce qu'on est un pays qui a l'esprit critique tellement bien développé, donc c'est pour ça qu'on produit autant d'idées, qu'on met en doute chaque parole, et chaque parole d'expert. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin, effectivement, d'un temps d'échange. Moi, ce que j'observe dans les grands débats, c'est qu'au départ, les gens s'expriment, donnent leur vérité. Oui. Et puis, il ne faut surtout pas, lorsqu'on est ministre, prendre part, parce qu'à ce moment-là, si on prend part, on donne le sentiment d'être dans un dialogue, dans une défense, etc. Il faut laisser d'autres argumenter. Et lorsque le débat se fait et que vous avez quelqu'un qui est dans les hôpitaux qui dit « mais non, c'est pas comme ça que ça se passe », ou quelqu'un qui est dans l'énergie qui dit « mais non, c'est pas comme ça que ça se passe », vous commencez à faire émerger une forme de zone grise qui n'est plus c'est blanc et c'est noir. Donc on commence à converger vers une forme de débat intelligent avec de l'intelligence collective. Donc moi, mon ambition, c'est que le grand débat, ça doit permettre de dissiper un certain nombre de malentendus, de rendre le débat démocratique positif,
de donner l'envie à tous de participer à la politique, mais à la politique où on va chercher des idées, on va construire du positif. Et je pense que le nombre de réunions qui sont sur le territoire, il faut avoir en tête qu'il y a à peine la moitié des réunions aujourd'hui qui ont été tenues, donc il reste encore beaucoup de réunions à tenir. Le nombre de papiers qui sont écrits par les uns, par les autres, le nombre d'interventions dans les journaux, j'ai le sentiment que le débat s'élève, qu'on commence à mettre des chiffres sur la table. On voit des choses un peu plus claires aujourd'hui. Exactement. Néanmoins, si je peux me permettre cette formule, il y a encore quelques passagers clandestins. Ma question sera très cash, en réalité. On voit des solutions, en tout cas un brassage d'idées, avec des amorces de solutions. À côté de ça, on est à la veille du 14e samedi de manifestation des Gilets jaunes. Quelques leaders de ce mouvement, j'ai même du mal à les appeler leaders, enfin représentants de ce mouvement qui manifestement ne sont plus dans la revendication sociale, nous promettent des surprises. Des surprises qu'on devine ou qu'on présume un peu violentes. Est-ce que ce mouvement n'est pas devenu intoxiqué au fond? Est-ce qu'il n'est pas devenu toxique pour la société et pour le commerce en France? En tout cas, pour le commerce, il est clair qu'il a un impact immédiat, majeur, négatif, et que les gens n'en peuvent plus. Je pense qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté sur ça. Moi, je suis sur le terrain à peu près une fois par semaine auprès de commerçants, que ce soit à Paris, en Île-de-France, en province. J'étais encore hier à Toulouse. Les gens, le premier message qu'ils vous donnent, c'est « ça doit s'arrêter ». J'ai perdu 50% de chiffre d'affaires, j'ai perdu 30% de chiffre d'affaires. Les gens ne sortent plus pour aller faire leurs courses le samedi. Donc même si je ne suis pas sur le circuit de la manifestation, je suis concernée. Il y a un effet psychologique. Donc il y a un effet psychologique. Et aujourd'hui, un chiffre. Vous avez 70 000 personnes qui sont en chômage partiel parce que 50 000 personnes manifestent. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Alors, donner la priorité au travail, c'est ce qu'on a compris de la politique du gouvernement. Vous avez raison de rappeler que mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République a indiqué qu'on était rentré dans la crise avec des impôts, qu'on n'en sortirait pas avec des impôts. Ça, c'est le premier point. Oui. Supplémentaire, en plus, naturellement. La question du travail. Donc, donner la priorité au travail. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de messages qui veulent qu'on différencie très nettement la situation de celui qui travaille de la situation de celui qui ne travaille pas, sans pour autant que ce soit une considération négative, sans vouloir stigmatiser qui que ce soit. Édouard Philippe était dans le Finistère, aux côtés des maires, ce matin, et il suggère une idée simple, qui est l'idée d'une contrepartie, une contrepartie aux revenus sociaux. Dans une société où il y a autant de prélèvements obligatoires et de mécanismes de redistribution, est-ce que ça a un sens de s'interroger sur ce qui va en contrepartie des versements de solidarité? Est-ce que ça a un sens de demander à quelqu'un qui bénéficie d'une allocation de chômage ou du versement du RSA quelque chose en contrepartie au service de l'intérêt général? Bon, c'est un débat qu'on a du mal à avoir en France, parce qu'on considère que demander quelque chose à un bénéficiaire des revenus sociaux est infamant. Moi, je considère au contraire que c'est lui donner une chance de rester accroché à la vie de la société et proche du monde du travail. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, là, le Premier ministre? C'est une idée, c'est une perspective? Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose qui ressemble, par exemple, à ce qu'on pratique en Europe du Nord, sachant qu'il répond à des chefs d'entreprise qui lui ont fait part de leurs difficultés à recruter? Oui, et ça, c'est systématique. Dans chaque réunion avec des chefs d'entreprise, en particulier des PME et des ETI, vous avez ce message-là qui vient. Et le deuxième message, c'est « et je ne comprends pas », parce que quand je vois des gens qui sont en situation de chômage, j'ai des freins au recrutement. Donc il y a une incompréhension totale. Donc il y a un sujet de compétence, mais il y a aussi un sujet d'appétence. Et ce sujet d'appétence, il faut effectivement le régler. Il y a des réponses à ça. Je veux dire, toute la réflexion qui est en train de se faire, la négociation entre partenaires sociaux sur la réforme d'assurance chômage, elle vise effectivement à faire en sorte, notamment, d'accompagner au mieux les chômeurs pour trouver un emploi, mais aussi de gérer les situations de permittence où il y a une possibilité de recharger ses droits tout en modulant un petit peu son travail. Et en fait, vous avez des situations paradoxales. C'est pour ça que la prime d'activité est un instrument utile, où si vous travaillez 2 semaines au SMIC et si vous arrêtez ensuite 2 semaines et vous êtes chômeur, vous gagnez plus d'argent que si vous êtes
un mois au travail avec le minimum, le SMIC, mais que comme vous devez aller travailler, il faut prévoir quelqu'un pour garder votre enfant qui est jeune, il faut minimum payer la voiture, etc. Il faut s'habiller pour le travail, donc c'est un peu plus de frais que ce que vous portez le week-end. Et donc tout ça fait qu'à l'arrivée, vous avez le sentiment d'avoir moins d'argent, ce qui est insupportable. Bien sûr. Alors il y a deux options. Soit les revenus sont trop bas, soit les revenus du travail sont trop bas. Soit les gens ne sont pas assez payés, pour certains en tout cas, soit les revenus sociaux sont trop élevés. Ou, en tout cas, il faut mieux différencier les revenus du travail et les revenus sociaux. Et puis, vous avez les revenus sociaux, ça recouvre des catégories très larges. C'est-à-dire que quand vous prenez l'allocation à adultes handicapés, il faut aussi faire preuve de bon sens. On avait un système où on demandait à des tétraplégiques chaque année s'ils étaient encore tétraplégiques. Ouais. Ça, c'est insupportable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça prend du temps, etc. Inversement, quelqu'un qui est dans la force de l'âge et qui a toute la capacité à travailler dans un marché où vous avez, moi je le vois dans l'industrie qui est le secteur qui est cher à mon cœur, 50 000 emplois immédiatement disponibles et ouverts et à tous les niveaux de qualification qui ne trouvent pas preneur, vous avez un vrai problème. Donc le sujet de permittence est un sujet qu'on peut régler et dire à quelqu'un qui est chômeur, c'est important de montrer que face à ces droits que vous avez aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'est de chercher un job. Bien sûr, oui. Et ça vaut pas pour tout le monde. On sait bien que, encore une fois, le sujet se pose pas peut-être dans les mêmes termes pour quelqu'un qui doit reconstituer son capital de formation parce qu'il était dans un métier où il n'y a plus rien. Donc là, il faut aller vers la formation. On en arrive précisément aux questions de formation. Ou offrir les bons outils de formation à ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a une statistique très intéressante qui est publiée ces jours-ci par l'INSEE, c'est le taux d'emploi. Alors, il y a d'un côté le chômage, le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes qui sont en situation, qui travaillent, dans une population qui serait en situation de travailler. Pour dire les choses très simplement, on a un problème aujourd'hui, on a eu pendant très longtemps un problème en France, c'est l'emploi des seniors. J'aime pas beaucoup l'expression parce que je me sens concerné, 50 à 64 ans. Alors, le taux d'emploi des seniors, il a beaucoup augmenté. Je voulais vous montrer ces quelques éléments chiffrés. Il est aujourd'hui de 61% contre 53% en 2007. C'est considérable. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes de plus, pratiquement, qui sont au travail qu'il y a 10 ans. En revanche, il y a un vrai écart. Vous voyez, en Île-de-France, par exemple, le taux d'emploi des seniors, il est de presque 69%, il est de 56% dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce qu'on comprend derrière ça? On comprend que les gens qui vivent dans des métropoles, qui ont des emplois plus qualifiés ou qui ont accès à des circuits de formation qualifiantes, ont évidemment une chance additionnelle. L'enjeu aujourd'hui, c'est de rétablir, Madame la Ministre, c'est de rétablir une espèce d'équité. Je ne parle pas d'égalité, mais le droit d'accès à des formations pour des gens qui en auraient vraiment besoin. L'enjeu aujourd'hui, c'est de donner les mêmes opportunités à chacun. Et c'est ça la principale inégalité dans ce pays. Que ce soit d'ailleurs les jeunes, ou comme vous le dites très bien, des gens qui, au cours de leur carrière, à un moment, sont confrontés à un accident professionnel et doivent se réinventer et doivent se reprojeter dans une carrière professionnelle. Et lorsque vous êtes sur un territoire qui est loin d'une agglomération, vous n'avez pas facilement accès à toutes les formations disponibles. Et c'est tout l'enjeu à la fois de la loi que nous avons passée sur la formation professionnelle, de faire tirer la formation, enfin faire en sorte que les formations qui soient proposées soient très proches des entreprises de façon à ce que vous ayez une connexion directe entre la formation et l'emploi. C'est les systèmes aussi d'accompagnement collectif opérationnel à l'emploi, où vous prenez des gens qui ont 40 ans, 50 ans, et vous leur faites une formation action rapide, vous les mettez ensuite en situation de travail et vous pouvez leur donner comme ça une qualification. Moi, je l'ai fait dans mon entreprise. Il y a pas plus tard que 2-4 mois, quand j'étais encore dirigeante d'entreprise. Ça fonctionne très bien, mais il faut déplacer ces dispositifs vers les territoires plus ruraux, plus loin des agglomérations. Et c'est tout le dispositif territoire d'industrie qu'on est en train de déployer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans mon esprit, il y a un lien entre le fait de demander à des gens qui perçoivent un revenu social une contrepartie et le fait de les former. On ne peut pas uniquement leur demander la contrepartie si d'une certaine façon ils sont l'objet d'une assignation à résidence et à situation sociale constante. Il faut ce qui doit être amélioré au fond, c'est le fonctionnement de l'ascenseur social.
il a très bien marché. C'est le fait que quelqu'un, quelle que soit sa position sur le territoire, pour peu qu'il ait l'envie et qu'il fasse l'effort, il ait la capacité à accéder des emplois, à la formation qui lui permettra de rebondir. Et effectivement, vous le dites très bien, aujourd'hui, ce qui manque, lorsque vous citez les Hauts-de-France, par exemple, dans certains territoires des Hauts-de-France, vous n'avez pas facilement, et pourtant, Dieu sait que tout le monde est mobilisé, mais ces rebonds, vous ne les avez pas naturellement, et c'est tout l'enjeu d'une politique de la formation adaptée, et aussi d'une politique qui descende sur les territoires, d'une décentralisation. Alors, je reviens un peu à votre action, non pas votre métier de base, mais à votre action aujourd'hui comme ministre. Vous avez présenté un plan d'action pour les villes qui subissent notamment ce mouvement des Gilets jaunes depuis maintenant 13 samedis et bientôt 14. Alors, j'ai noté dans l'arsenal des mesures proposées un moratoire sur les cotisations sociales, peut-être un peu sur la fiscalité. Sur les deux, simplement, il se trouve qu'en janvier, il n'y a pas de cotisation de fiscalité. Très bien. Donc on ne peut pas faire de moratoire sur quelque chose. Par contre, il y a le remboursement du crédit du CICE. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Facilité de caisse, je ne sais pas, c'est peut-être pas vous, c'est plutôt les banques. En tout cas, il faut sensibiliser les banques. Parce que c'est fait, oui, c'est fait. Et vous avez en effet l'accélération du crédit d'impôt. Monsieur Stalter, qui était hier, une fois encore à votre place, le président des artisans de France, me disait en substance... un moratoire, c'est formidable, mais quand vous n'avez pas encaissé de chiffre d'affaires, que vous ayez à payer aujourd'hui, demain ou dans 6 mois, c'est la même chose. Vous allez vous retrouver face à ce problème d'entreprises qui, même avec un moratoire, seront en situation d'apnée. C'est pour ça qu'on a un dispositif complémentaire qui, en fait, projette la trésorerie des entreprises à 12 mois, regarde où ça coince et peut donner ponctuellement des abandons de créances fiscales ou sociales. Donc vous êtes allé vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'il y a un plan de trésorerie. Exactement. Comme le ferait un expert comptable. Exactement, c'est ce qu'on veut faire parce que chaque commerçant est dans une situation particulière. D'une rue à l'autre, vous n'avez pas le même impact sur le chiffre d'affaires et puis ça dépend aussi de votre activité. Si vous êtes restaurateur, les repas que vous n'avez pas servis, vous les resservirez jamais. Si vous avez un stock et que vous êtes commerçant et que votre marchandise n'est pas périssable, c'est-à-dire que ce n'est pas des fleurs ou de l'alimentation, vous avez quand même une chance de valoriser votre stock. Peut-être pas au prix initial, mais vous n'avez pas tout perdu. Donc, il faut regarder quelle est un petit peu la projection anticipée et comment on peut aider les commerçants. Moi, ce que je dis aux commerçants, c'est qu'il faut qu'ils rentrent dans ce dispositif. Je comprends leurs questions, elles sont de différents ordres. Est-ce que je vais avoir un contrôle de l'URSSAF ou du fisc ? C'est la grande crainte, oui. C'est normal. On peut se dire, je rentre dans l'œil du viseur et tout d'un coup, je me rends un peu visible. Est-ce que je vais... Non, la réponse est non. Est-ce que, sachant que je ne sais pas quand est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, ça fait sens de bénéficier d'une aide ou d'un accompagnement aujourd'hui, alors que finalement, je ne suis pas capable de dire où va être mon activité dans 2 mois, dans 3 mois. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas une entrée unique. C'est-à-dire qu'on regarde votre situation à date. Si elle évolue, on est capable de s'adapter. Et finalement, c'est un accompagnement qui est sur le moyen terme. Vous êtes dans un mode coopératif, c'est ça que vous voulez dire ? Un mode coopératif, au cas par cas, très décentralisé. Et on en est même venu à Toulouse à vouloir expérimenter une modalité où on va chez les commerçants et on remplit ensemble le dossier sur la base d'une fiche ultra simplifiée. Parce que au fond, les commerçants, ils n'ont pas l'habitude de demander quelque chose. C'est des patrons d'entreprise. Ils sont hyper responsabilisés sur leurs salariés. On parle du SMIC, mais un commerçant, il ne gagne pas le SMIC. Il se paye lui-même, ce qui fait que quand il ne peut pas payer ses salariés, il arrête de se payer. Ça, c'est la réalité concrète. Donc, pour ces raisons-là, il faut qu'on aille vers eux, il faut qu'on leur tende la main. Ce n'est pas une petite aide qu'on leur donne comme ça. C'est un accompagnement mature. C'est-à-dire, on ne lâchera pas des exonérations à tout va, mais en même temps, on est capable de comprendre que pour notre activité, il faut que leur commerce reste. C'est important pour les villes. En termes de valeur, en termes de richesse, en termes de lien social sur le territoire, c'est important. Alors, pour terminer, je voulais montrer la une de la Tribune. La Tribune, nouvelle version, Partageons l'économie. C'est une version d'ailleurs qui va intégrer l'actualité des territoires, l'actualité économique des territoires. Et pour cette première, un entretien avec Bruno Le Maire qui parle de son plan pour l'industrie européenne du futur. Cette semaine-là, on a appris que Alstom et Siemens ne se marieraient pas. C'est une très mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on ne doit pas revoir d'urgence, mais vraiment d'urgence, les règles de concurrence au plan européen avant que l'ogre chinois qu'on évoquait hier avec des confrères de l'Obs ne vienne prendre nos marchés et donc nos richesses ?
Alors, l'ogre chinois, mais il ne faut pas oublier son petit camarade américain qui sait gagner des parts de marché assez facilement, qu'à voir les GAFA. Oui, bien sûr, c'est notre objectif. Aujourd'hui, nous pensons que le droit de la concurrence européenne, d'ailleurs moins les textes que la jurisprudence et que la manière dont il est interprété, n'est pas adapté. Je vous donne un exemple. Quand vous faites un appel d'offres en France sur le ferroviaire, vous avez 5, 6, 7 concurrents. Oui. Mais comme dans les dernières fois, c'est Alstom ou Siemens qui ont gagné ces appels d'offres, on dit qu'il n'y a pas de concurrence en Europe. Bien si, il y a une concurrence. Ils ont gagné contre 5 acteurs, 6 acteurs. Donc forcément qu'il y a une concurrence. Et aujourd'hui, les Chinois se sont regroupés ensemble. Ils ont un marché qui est beaucoup plus gros et qui est ultra protégé. Et on nous rouvre notre marché sans travailler la réciprocité. On ne peut pas ouvrir les portes et les fenêtres quand les autres les ferment. C'est une règle simple, toute simple. Ou à défaut, on va dans le mur. Merci beaucoup, Madame la ministre. Bonsoir Arlette. Bonsoir Pascal, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Oui, c'est vrai. À défaut, on peut la prendre dans la figure. On peut aussi la prendre dans la figure. Bon, Arlette, j'imagine sérieusement, les gilets jaunes. Gilets jaunes, et puis vous allez commenter, j'imagine, la petite phrase du Premier ministre, là, qui est très intéressante. Les contreparties. Ouais. Mais d'abord, question sur où va le mouvement des gilets jaunes, dérapage. Christophe Chalençon, il n'est pas le seul à dire des choses assez étonnantes, guillemets, à étonnantes. Journée de mobilisation demain. Violence à redouter. Nous sommes vendredi. Ce sont les mêmes questions qu'on se pose à peu près tous les vendredis. François Dorcival, Soisy-Kemener, dans quelques minutes. Le grand débat, c'est chaque jour sur LCI autour d'Arlette Chabot. Merci de votre fidélité à Périscope et à lundi. Au revoir.